Alors, je souhaite la bienvenue à un ancien parlementaire et ancien ministre de l'Environnement et représentant du Guide de l'auto électrique. Je vous demande de bien vouloir d'abord vous présenter et s'il y a des personnes qui vous accompagnent, je comprends que non. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, nous procéderons à une période d'échange avec les membres de la Commission. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le député. Monsieur le député. D'abord, moi, je suis ici à titre de co-auteur avec M. Duval, qui malheureusement ne pouvait pas venir, du livre L'auto électrique hybride ou éco-énergétique, qui est aussi en anglais The Guide to Electric, Hybrid and Fuel Efficient Cars. Et je pense que tout le monde sait que je me spécialise dans les transports électriques, les énergies renouvelables depuis une vingtaine d'années. Et j'ai décidé de présenter un mémoire qui a été quelque peu modifié suite à des présentations qui ont été faites hier par l'Association des constructeurs et la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Parce que je voulais revenir sur certains de leurs arguments et comme j'ai une bonne idée, j'ai vu d'autres mémoires qui ont été présentées par certains autres groupes. Et il faut marteler qu'il faut aller de l'avant avec les nouvelles émissions. Plutôt que de répéter les arguments, que ce soit de l'AVEC ou d'autres groupes, je me suis dit que j'irais avec une approche qui serait originale pour justement évoquer certains arguments. Donc, je vais commencer en disant que le mémoire présenté par l'Association canadienne des constructeurs de véhicules évoquait l'aspect de la demande du marché comme étant un frein à l'adoption de tels véhicules. Cela sous-tend que le marché, soit les acheteurs d'automobiles et de camions légers, ne sont que peu intéressés à se procurer de tels véhicules. Dans le fond, les gens ne veulent pas de voitures électriques ou très peu. Ce faisant, cette association veut faire croire au gouvernement que cette demande est naturelle et qu'elle n'est pas influencée par plusieurs facteurs qui n'ont rien de naturel. Premier argument, le marché est influencé par le prix du pétrole. Tout le monde le sait, plus le prix du pétrole est élevé, plus les consommateurs iront vers des véhicules éco-énergétiques et vice-versa. Or, le prix du pétrole est lui-même influencé par des facteurs qui n'ont rien de naturel. Le fait que des compagnies pétrolières contrôlent les prix sur un marché donné n'aide en rien la compétition qui devrait normalement se produire dans un système de libre marché. De plus, de nombreux facteurs géopolitiques qu'on voit présentement se dérouler devant nos yeux influent de façon importante sur l'offre et la demande mondiale. 2. Les subventions aux compagnies pétrolières changent aussi la donne. Une analyse faite par le Fonds monétaire international a conclu que les compagnies d'hydrocarbures ont reçu un appui financier, subventions et crédits d'impôt inclus, estimé en 2015 à plus de 5 000 milliards de dollars. Ce faisant, le pétrole est subventionné de telle façon que les dés sont pipés et que le marché s'en trouve encore là perverti par cette énorme somme qui a un effet direct sur la demande. En résumé, lorsqu'il est question de pétrole et d'automobile, asseoir des affirmations à partir de notions telles que le libre marché et les lois du marché relèvent de la fabulation, voire de la fraude intellectuelle. On ne peut pas parler de loi du marché et de dire que c'est juste le marché qui va réguler l'arrivée des voitures électriques. On ne parle pas ici de loi de la gravité ou de la loi de la conservation de la masse qui sont des lois scientifiques, mais de lois qui sont arbitrairement décidées par des acteurs économiques, politiques et sociaux. Les constructeurs et les concessionnaires eux-mêmes n'aident pas à l'adoption des véhicules zéro émission par le marché. En effet, certains constructeurs automobiles mettent tout en œuvre pour nuire à l'adoption des véhicules zéro émission. Moi, j'ai parlé de ça dans mon livre. On parle de ça partout et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Je donne quelques exemples. En offrant un inventaire minimal, voire inexistant de véhicules zéro émission. Moi, je vais vous dire, la semaine passée, je suis allé me promener dans la région de Saint-Hyacinthe où je demeure. J'ai fait le tour des concessionnaires de façon innocente. Je suis allé chez Honda, Toyota, Mazda, Ford, GM, etc. Et je peux vous dire que sur un inventaire d'à peu près 1000 véhicules qu'il y avait à travers la région de Saint-Hyacinthe, j'ai trouvé 2 véhicules branchables. Et la majorité des concessionnaires n'en avaient pas. C'est pourquoi les affirmations des constructeurs et des concessionnaires voulant que les marchés des ventes de VZ2 est déjà assez avancé au Québec et n'a pas besoin de réglementation sont fausses. On ne parle pas ici de suivre l'évolution du marché. Un projet de loi VZ2, c'est pas juste d'offrir plus de véhicules, c'est de forcer les constructeurs à en vendre plus, ce qui n'est pas du tout la même chose. On va revenir sur une bonne partie des raisons pour lesquelles on doit faire en sorte d'avoir des véhicules électriques sur les routes du Québec. On parle... Et là, c'est pour revenir encore sur les arguments des constructeurs et des concessionnaires hier. Je marque voici quelques chiffres qui remettront les pendules à l'heure à ce qui entrait au GES en transport routier.
selon l'Inventaire québécois de 2013, la première source d'émissions de GES du Québec est le secteur des transports. Ceux-ci représentent 43 des émissions totales de GES du Québec, ce qui est quasiment 50 plus élevé que le second secteur qui est celui de l'industrie. De plus, les émissions de GES en transport ont évolué comme suit entre 1990 et 2013. 24,8 d'augmentation pour les transports en général, 31,1 d'augmentation pour les transports routiers. Selon Ressources naturelles Canada, alors que les voitures ont vu leurs émissions diminuer depuis entre 1990 et 2013 de 19,7 les émissions des camions légers ont augmenté de 144 Pourquoi? Parce qu'il semble qu'on ait donné naissance à une génération de camionneurs. De plus en plus de gens s'achètent des VUS, des pick-up, des multisegments. Les deux ensemble, contrairement à ce que les constructeurs disaient hier, parce que les constructeurs disaient que les émissions des véhicules entre 1990 et 2014 avaient diminué de 7 en fait, les émissions ont augmenté de 6,1 C'est que les émissions ont beau avoir diminué de 7 par véhicule depuis 1990, il y a de plus en plus de véhicules. Donc, les émissions ont augmenté. Il est primordial de comprendre que si les émissions de GES des véhicules ont commencé à diminuer récemment après avoir augmenté pendant des décennies, parce que c'est l'affirmation des constructeurs que depuis un certain nombre d'années, les émissions ont diminué, c'est à cause de mesures réglementaires. C'est à cause des normes CAFE qui ont été mises en place avec l'arrivée du président Obama. Donc, avant ça, depuis 30 ans, il n'y avait aucune diminution de la consommation des véhicules automobiles en Amérique du Nord, alors qu'on en voyait des diminutions au Japon et en Europe à cause de mesures réglementaires. Donc, ces normes CAFE-là, Corporate Average Fuel Economy, ne faisaient que rétablir un déséquilibre majeur entre la consommation et les émissions de GES des véhicules vendus en Amérique versus l'Europe et le Japon. Cela prouve que sans réglementation, jamais les constructeurs n'auraient amélioré les émissions de GES de leurs véhicules. Tous les gains d'efficacité énergétique qui ont été faits à partir des années 80 ont été systématiquement mis sur la puissance, jamais sur la diminution de la consommation, sans qu'il y ait une réglementation là-dessus. Donc, on ne peut pas attendre que le marché fasse évoluer cette technologie, tout comme ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le marché qui a fait en sorte que les voitures d'aujourd'hui sont dotées de systèmes anti-pollution, de ceintures de sécurité ou de coussins gonflables. C'est la même chose pour les VZE. C'est la réglementation qui va faire une différence. Le revenir sur le 100 000 VZE en 2020, comme le gouvernement l'a lui-même révélé, le projet de loi VZE tel que présenté va rater l'objectif de 100 000 véhicules zéro émission en 2020 par plus de 20 C'est pourquoi je suis d'avis que le gouvernement doit donner plus de moyens à cette loi pour atteindre cet objectif, ou encore adopter des mesures supplémentaires à une loi VZE pour atteindre cet objectif, que ce soit des bonus-malus, que ce soit l'aide à l'achat dans des flottes, que ce soit l'appui au covoiturage, à l'autopartage, mais tout ça doit collaborer. La loi VZE n'est pas la panacée pour tout régler. À preuve, l'ancien ministre fédéral de l'Environnement, M. Stéphane Dion, avait fait le choix de laisser l'industrie s'autoréguler en 2005. Ça n'a rien donné. Donc, il est important de comprendre que plusieurs constructeurs automobiles font des pieds et des mains lorsqu'ils parlent de l'amélioration qui a été faite par eux-mêmes pour améliorer la consommation et les émissions de GES de leurs véhicules. Et ils donnent en exemple la norme CAFE d'ici 2025. Mais pendant qu'ils vous disent ça, ils font des pieds et des mains pour retarder la mise en place des normes d'ici 2025. Il y a du lobbying, et ils le disent ouvertement, à commencer par M. Marchionnet de Fiat Chrysler, qui dit « Nous, on veut repousser ça de plusieurs années ». Donc, ils ne peuvent pas d'un côté dire « Nos véhicules s'améliorent parce qu'on fait des efforts », et de l'autre côté dire « On veut que les normes soient poussées plus tard ». Par ailleurs, ces normes sont déjà rencontrées et même dépassées par les constructeurs automobiles, c'est-à-dire les normes CAFE dont on parle, comme le démontre le tableau compilé par le Union of Concerned Scientists. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que les normes CAFE, Corporate Average Fuel Economy, sont par catégorie. Pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, c'est que les normes de consommation moyenne de flotte de véhicules par constructeur, ce n'est pas la norme totale par constructeur. Oui? Ah. OK. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est par empattement. Si un véhicule est très gros, on dit que dans la catégorie des véhicules très gros, ils doivent diminuer de temps. Dans un empattement plus petit, ils doivent diminuer de temps. Dans un empattement encore plus petit, ils doivent diminuer de la même proportion. Si un constructeur vend beaucoup de gros véhicules,
il peut continuer à vendre beaucoup de gros véhicules et ça va diminuer. Si les gens achètent plus de gros véhicules, ça va faire en sorte que la consommation de cette catégorie-là va diminuer, mais la consommation de la flotte totale, si on achète plus de gros véhicules, ne diminuera pas. Est-ce que c'est clair? OK. Bon. Donc, dernière chose, très rapidement, le coût pour les concessionnaires est un faux argument. De dire que les concessionnaires vont dépenser entre 10 000 et 20 000 $ par établissement pour s'équiper et former son personnel est risible. Si les constructeurs affirment vouloir résolument aller vers les véhicules électriques, les concessionnaires n'ont pas le choix de s'équiper et de former leur personnel de toute manière. C'est comme si les concessionnaires n'avaient pas voulu former les mécaniciens et acheter des outils de diagnostic électronique et informatique et former ces mécaniciens pour l'entretien et la réparation des véhicules depuis 20 ans. Merci. On va continuer à la faveur des échanges sur le même thème et je cède la parole au ministre. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Breton. Bonjour. J'avais beaucoup trop de stock pour 10 minutes, mais allez-y. Je sais que vous avez... c'est quoi? C'est 20 ans? Plus de 20 ans de stock? Oui. Alors, je vous remercie d'avoir d'avoir fait l'effort d'ajouter à votre contribution à la commission là, parce que vous avez commencé à répondre à plusieurs questions que j'allais vous poser. C'était justement de voir comment vous réagissez justement aux affirmations qui ont été faites cet avant-midi et hier par les représentants tant des constructeurs que des concessionnaires, mais surtout des constructeurs. J'aimerais ça approfondir de ce côté-là. Vous avez répondu à l'affirmation qui a été faite qu'une loi n'est pas nécessaire. Vous avez commencé à répondre à ça. Je voudrais peut-être vous lancer quelques autres points, voir votre réaction. On a entendu aussi qu'avec la norme qui est proposée par le projet de loi 104, le consommateur, ultimement, serait pénalisé par l'imposition d'une norme VZE. Votre réaction? C'est faux. On va commencer. C'est simplement tout à fait faux parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que là où il y a des lois VZE, pour rencontrer leur quota, les constructeurs offrent de meilleurs rabais pour s'assurer de vendre leur quota de véhicules zéro émission. Donc, ça avantage les acheteurs de véhicules zéro émission. Donc, il est tout à fait faux de dire que ça va pénaliser les gens. Et je voulais juste, petite parenthèse, j'en ai parlé dans le mémoire, c'est que hier, j'ai entendu le représentant de l'Association des constructeurs dire qu'il n'y avait pas eu consultation avec vous. Et vous avez répondu. Moi, je veux rappeler que nous aussi, on les a rencontrés. Avant, en 2013, en 2014, on leur a dit, assurez-vous de vous réveiller puis d'en fournir suffisamment, parce que sans ça, on va mettre en place une loi zéro émission. Donc, ça fait des années qu'ils sont avertis, là, fait qu'ils ne peuvent pas plaider la non-consultation. L'autre prétention qu'on a entendue, c'était que, par exemple, si on ne voyait pas sur le marché québécois des Fiat 500e ou des E-Golf ou des Mitsubishi Outlander électriques, c'était notamment à cause du climat. C'était à cause... Non, mais on a entendu ça hier. Il y avait une question que, fallait comprendre qu'il y a une disparité de climat entre la Californie et le Québec et que fallait comprendre aussi que les consommateurs, les Québécoises et les Québécois n'étaient pas prêtes pour aller plus loin dans la consommation du véhicule électrique. Alors, encore une fois, j'aimerais votre réaction à ces affirmations-là. Pour la Mitsubishi Outlander, je ne vois pas en quoi de climat de quoi faire parce que c'est un véhicule hybride rechargeable. Et je peux vous dire que même les gens de Mitsubishi au Canada et aux États-Unis sont furieux de ne pas avoir accès à la Outlander hybride rechargeable parce qu'ils en vendent en Nouvelle-Zélande, ils en vendent en Norvège. En Norvège, que je sache, pas la Californie. Pour ce qui est de la Fiat 500, écoutez, Smart et Mitsubishi vendent des véhicules avec moins d'autonomie électrique que la Fiat 500. Mais quand on a un président d'une entreprise qui met sur le marché la Fiat 500 en tant que compliance car, donc véhicule qui sont obligés de vendre en Californie, et qui dit d'entrée de jeu, achetez pas notre Fiat 500 électrique, c'est certain que ça part mal. Ça veut dire que le gars veut pas en vendre. Donc, pour moi, c'est un argument qui est totalement fallacieux. Aussi, ce matin, on a entendu que, Mazda et Subaru, n'ayant pas dans leur offre présentement des véhicules qui pourraient accumuler des crédits en vertu du projet de loi, seraient évidemment plus pénalisés et que donc il faudrait tenir compte de cela. Écoutez, il y a des choix technologiques qui sont faits par des constructeurs. Il y a 15 ans, le choix technologique qui était fait avec l'appui du gouvernement Bush, c'était les véhicules à hydrogène. Et tout le monde s'est lancé là-dedans et c'était un flop monumental.
Si Subaru n'a pas fait le choix de se lancer dans l'électrification des transports, c'est par manque de moyens, tout comme Mazda, et effectivement, ils vont être pénalisés. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi d'autres constructeurs qui vont être pénalisés. C'est-à-dire que Toyota aussi va être pénalisé, parce que la Prius Prime, si on regarde la première génération de Prius hybride rechargeable, ça se vendait au compte-gouttes. Il n'y en avait presque pas. Donc, si Mazda et Subaru vivent encore dans les 10 États où il y a des lois zéro émission, je présume que ça va être la même chose. Écoutez, il y a des constructeurs automobiles qui ont même menacé de quitter le Québec si on met en place une loi zéro émission. Nommément Acura. Ben moi, quand quelqu'un m'a amené cet argument-là, je dis, est-ce qu'il se vend encore des Acura au Vermont? Réponse, oui. Finalement, mon dernier point, c'est que 2018, c'est trop rapide, trop vite. Écoutez, nous, on parlait de mettre ça en place. On parlait de mettre ça en place pour 2016. On leur a parlé de ça en 2013. Et des discussions en Californie ont commencé. La première loi zéro émission, pour ceux qui ne savent pas, a été mise en place il y a 26 ans. Ça fait un quart de siècle. Donc, quand on nous dit on manque de temps, vous écoutez, là, ça fait 26 ans que vous pratiquez en Californie. Les constructeurs automobiles sont fait les dents là-dessus. Dans le sud, au sud de la frontière, on ne parle pas en Floride, là, on parle au Vermont, dans l'État de New York, juste à côté de chez nous. Ces lois zéro émission-là ont été mises en place. Donc, s'ils ont besoin de toujours plus de temps, la raison, c'est que de fois en fois, de réglementation en réglementation, d'audience en audience en Californie, les constructeurs automobiles plaident toujours qu'il manque de temps. Ça, c'est un argument qui revient depuis un quart de siècle. Donc, qui nous amène avec cet argument-là. Pour moi, ça n'a rien de nouvelle, mais je ne pense pas que c'est un argument qui est valable, d'autant plus qu'ils avaient été avertis il y a déjà 3 ans. Merci. La députée de Richemont. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, anciens collègues. Ça fait plaisir. Merci de participer aux travaux de la Commission. Vous avez salué d'entrée de jeu les collègues, messieurs les collègues. Donc, comme ancien parlementaire, je suis certaine que vous connaissez l'importance de la représentativité des femmes au sein de notre institution. Vous avez raison. Merci. On parle souvent, 2 choses, en fait, sur lesquelles j'aimerais vous questionner. On entend quand même régulièrement que les Québécois ne sont pas prêts à l'électrification des transports. Mais comme député de région aussi, on met souvent en contradiction le milieu urbain versus le milieu rural. Puis j'aimerais avoir votre avis sur, l'accessibilité des bornes, mais aussi comment le projet de loi 104 pourrait être positif et constructif dans un contexte de ruralité de nos régions aussi. Bien, d'abord... D'abord, il faut que vous sachiez que je reste en milieu rural. Oui, exactement. Mais je reste moi-même en milieu rural et ma conjointe reste et travaille en milieu rural. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, Machuville. C'est une petite municipalité entre Sorel et Saint-Hyacinthe où ma conjointe travaille. Et elle, une petite Smart 100% électrique, où elle se promène pour aller travailler. La réalité, là, c'est que la majorité des véhicules hybrides rechargeables électriques se vendent plus en banlieue ou en région qu'ils se vendent dans les centres-villes. Pour une raison très simple, c'est que lorsque vous restez sur la rue Chabot au 3e étage, vous ne pouvez pas brancher votre voiture. Donc, la majorité des véhicules branchables, on les trouve plus en banlieue et en région qu'on les trouve dans les centres-villes. Donc, ça, c'est la première réalité. Pour ce qui est des bornes... c'est sûr que ça va prendre de plus en plus de bornes, mais il ne faut pas penser que le modèle de borne qu'on a à l'heure actuelle, ça va être le même modèle de borne qu'il va y avoir dans 5 ans et dans 10 ans. Au fur et à mesure de l'avancée des technologies, aussi bien des batteries que des bornes de recharge, il va y avoir des changements de comportement qui vont s'opérer. Je vais vous donner un exemple. Une des prémices de la réflexion d'Hydro-Québec pour l'installation des bornes de circuit électrique, c'était de dire que 95% des recharges se font à la maison. Mais ça, c'était dans un contexte où on posait la question de personne qui disait « Tu vas chez le concessionnaire, on dit « Est-ce que tu peux te brancher chez toi? » Si tu réponds « Non », je pense que ça règle le cas pour t'acheter une voiture électrique. Donc, c'était la prémisse. Mais avec la mise en place de nouvelles stations-service de recharge, comme on voit à Trois-Rivières avec le rouleau électrique, les stations-service de recharge vont faire en sorte qu'ils vont jouer le même rôle que des stations-service à essence, ce qui va faire que des gens qui ne peuvent pas se brancher à la maison vont être capables de se brancher désormais. Donc, c'est une nouvelle réalité au niveau de l'installation des bornes. Non seulement ça, mais en plus, les bornes vont être de plus en plus performantes et de plus en plus rapides. Ce qui fait que
plutôt que de dire ça va prendre beaucoup de bornes. Tu sais, il y a quelqu'un, le député de Masson, si je ne m'abuse, parlait de 1,3 bornes par voiture. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est totalement ridicule. Parce qu'on s'en va vers un système où les bornes vont être de plus en plus performantes et ça va prendre de moins en moins de bornes. Donc, on s'en va vers un système de bornes et un système de voitures qui va faire en sorte que les gens vont avoir besoin de se brancher moins souvent. Et en région, la réalité, c'est que la majorité des gens qui restent en région ont une entrée de garage, peuvent se brancher à la maison. Député, est-ce qu'il restait du temps? temps? Ah oui, 6 minutes 40. OK, parfait. Et quant à l'énoncé comme quoi les Québécois sont pas prêts, vous en dites quoi, vous qui avez baignez là-dedans depuis longtemps? Moi, ce que je trouve difficile, c'est que quand j'ai commencé à écrire là-dessus il y a 16 ans, on me posait des questions et 16 ans plus tard, on me pose encore les mêmes questions. C'est-à-dire qu'on me disait, bien, une voiture électrique, ça ne démarre pas en hiver, une voiture électrique, ça n'a pas d'autonomie. J'ai entendu, pas plus tard qu'avant hier, qu'il faut changer les batteries aux 2 ans. Donc, il y a tellement de désinformation qui est véhiculée par certains médias, par des constructeurs, par des concessionnaires, que c'est évident que les gens ne peuvent pas se sentir prêts lorsqu'ils entendent ce lot de niaiseries. Je vous le dis, là, c'est exactement comme ça. Donc, il y a un travail d'éducation monumental à faire. Mais la réalité, c'est que comme il y a énormément de familles qui ont 2 voitures, c'est absolument facile pour une des 2 voitures d'être 100% électrique. Ça, c'est clair. Donc, à 2 voitures, une voiture, ça peut être 100% électrique. Il n'y a aucune crainte par rapport au manque d'autonomie, puisque c'est les voitures avec lesquelles on se promène tous les jours. Et l'autre voiture pourrait être hybride rechargeable. Donc, il n'y en a pas de crainte d'autonomie qui vont dans ce sens-là. La fin de semaine, si vous allez au chalet ou si vous partez en voyage, prenez la voiture hybride rechargeable. Mais la réalité, c'est que 89% des Canadiens parcourent 60 km et moins par jour pour se rendre au travail et revenir. Donc, tout ça relève de l'information. Quand ma blonde a acheté sa voiture électrique, 100% électrique, les 2 premières semaines, on a parlé de la phobie ou l'anxiété de l'autonomie. Après 2 semaines, elle a compris, puis elle s'est habituée. Maintenant, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que vous proposeriez, parce que vous parlez du manque de sensibilisation, du moins que les gens sont mal informés, donc pour procéder au changement de comportement, mais aussi pour sensibiliser aux avantages des VZE pour les consommateurs? Mais blague à part, oui. Blague à part, évidemment, c'est que ça prend des campagnes de sensibilisation aussi chez les concessionnaires. Je veux dire, pour moi, la publicité à la télé ne fera pas le travail, mais je veux dire, ça prend des campagnes de sensibilisation auprès des concessionnaires, auprès des vendeurs. Il y a des constructeurs automobiles qui ont fait des séances pour informer les concessionnaires à qui ils offraient, tu sais, je vous parle d'un constructeur comme BMW ou Nissan ou Ford, qui dit on va former les vendeurs pour qu'ils informent bien les gens, et ils envoyaient des faux acheteurs chez les concessionnaires. Et ils étaient horrifiés de voir ce que les gens disaient. Et 9 fois sur 10, les vendeurs, le faux acheteur arrivait en disant « je vais m'acheter une voiture électrique », et 9 fois sur 10, la personne disait « oui, c'est une bonne voiture, mais regarde tel autre modèle à essence ». Fait que ça fait partie du problème. Et si vous voulez continuer dans l'autopromo, puisqu'on souhaite plusieurs de voir différents types de véhicules branchables prendre les routes du Québec, est-ce que vous comptez, pour adapter à la situation, publier aussi régulièrement, parce que oui, ça fait partie de la sensibilisation, est-ce que vous refaites à chaque année ce copie de livre-là, puisqu'on veut justement apporter plus de diversité, puis savoir aussi qu'est-ce qui est disponible ailleurs et non pas seulement chez nous? C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a 5 ans, il y avait 3 véhicules branchables sur le marché québécois. Là, maintenant, il y en a 24. Quoiqu'en très petite quantité. On calcule qu'il va en avoir 60 dans 2 ans. Donc, évidemment, on va en venir avec d'autres livres parce que c'est sûr qu'il y a un engouement. Mais ça va prendre plus qu'un livre. Je veux dire, ça va prendre aussi, ça va prendre du web, ça va prendre des ateliers, ça va prendre des conférences, ça va prendre des formations. Le travail à faire est énorme. Si vous saviez à quel point les gens ne réalisent pas, mais ça va faire 20 ans cette année qu'on a vendu la première Prius dans le monde. Puis il y a des gens qui me disent encore, je suis pas sûr que c'est encore au point. Mégantic. Monsieur le Président, bonjour M. Breton, ça me fait plaisir de vous revoir au Parlement. Pour moi, je veux faire une question un peu plus large qui est intéressante parce qu'il y a des gens qui nous ont parlé de peut-être prioriser sur la quantité
d'économies générées, par exemple. Si quelqu'un fait 50 000 km par année, il génère définitivement plus de GES que quelqu'un qui en fait 5 000. Comment on pourrait, ou est-ce que vous voyez comme possibilité que plus l'économie est grande, puis là, il faudrait valider l'information, donc plus le gain est important, donc est-ce que l'aide financière pourrait être finalement alignée avec l'économie potentielle? Autrement dit, le comportement, plus on a un gain, plus on assiste la personne dans l'élimination de ce gain-là. Donc, quelqu'un qui fait 50 000 km à essence, qui se convertit à une plus grande économie. Puis on peut aller plus loin jusqu'au transport public ou copartage, le partage de covoiturage, etc. Comment vous voyez cet élément-là dans la politique de zéro émission? Parce que l'effet, à la fin de la journée, c'est d'éliminer les gaz à effet de serre. En fait, vous savez, un bon moyen de faire en sorte que vous allez faire en sorte que la personne paye plus en fonction du kilométrage, c'est la taxe sur l'essence. C'est le moyen le plus simple. C'est-à-dire, et ce que je trouve étonnant, c'est que quand le prix de l'essence baisse, les gens s'achètent des véhicules plus énergivores, fait qu'ils ne sauvent pas. Ça, je trouve ça quand même paradoxal. Mais une chose qui doit être dite à propos d'une loi zéro émission, c'est que oui, la loi zéro émission va contribuer à faire en sorte de changer les comportements parce que ça force les constructeurs à vendre plus de véhicules électriques. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont évoqué, le bonus-malus à l'achat peut faire une réelle différence. Et il y a des gens qui ont amené des objections par rapport au fait que les gens, par exemple, qui ont besoin d'un pick-up, en bon québécois, pour travailler, pourraient être pénalisés par un système de bonus-malus. Mais si vous regardez le malus actuel à l'immatriculation, il y a déjà des exemptions pour les gens qui travaillent sur la ferme. Donc, tout ça est tout à fait faisable. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ce fameux malus à l'immatriculation est vraiment très timide parce qu'il ne change pas les comportements. Lorsqu'on paye 40 $ ou 45 $ de taxes à l'immatriculation parce qu'on a un véhicule avec une cylindrée de 4 litres, un véhicule avec une cylindrée, un moteur de cylindrée de 4 litres, c'est une voiture qui coûte au moins 45-50 000 $. C'est pas 45 $ qui vous va faire vous allez vous acheter un véhicule qui consomme moins. Mais ce 45 $ et plus rapporte 75 millions de dollars à l'État. Ce qui est beaucoup plus que ce que ça nous coûte en rabais qu'on donne à l'achat de véhicules zéro émission. Si on va devoir terminer là-dessus, mais ce n'est pas la fin de nos échanges, parce que, croyez-le ou non, votre ancien collègue a des questions pour vous. Le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Breton, de votre présence. On reconnaît là toute la motivation et surtout la passion qui vous anime dans le cadre de l'électrification des transports. Je sentais, il y avait du feu là, dans vos paroles tout à l'heure lorsque vous vouliez répondre à différents commentaires qui ont été faits autour de cette table dans les heures qui ont précédé. Et hier, donc, je tiens à vous remercier pour les éclaircissements. Ça nous permet d'avoir les deux côtés de la médaille. Et je dois avouer que vous avez des arguments très solides. J'aimerais, par contre, je m'en voudrais de ne pas vous poser des questions davantage sur les propositions que vous amenez dans le cadre de votre mémoire. Vous avez passé un bon moment à rectifier peut-être certaines informations qui nous avaient été livrées, mais j'aimerais que vous preniez du temps pour nous expliquer de quelle manière on peut emmener le projet de loi 104 à devenir un peu plus soit ambitieux ou pour lui donner davantage de mordant. Et je pense que vous avez quand même quelques pistes de solutions très intéressantes. Donc, j'aimerais vous écouter là-dessus. Bien, en fait, oui, effectivement. D'abord, il est important de dire que la loi zéro émission telle que proposée par le gouvernement du Québec est une loi zéro émission qui s'inspire un peu entre ce qui se fait avec la Californie et les autres États américains. Donc, c'est quand même une loi qui va un peu moins loin que la Californie. Mais là, la question qu'on doit se poser, c'est qu'il y a d'autres États, dont la Californie, qui commencent à évoquer 100% de véhicules électriques en 2030. C'est-à-dire qu'en Inde, le gouvernement, le ministre je ne sais pas comment le traduire, Power, le ministre du pouvoir, a dit qu'en 2030, il voulait que tous les véhicules vendus en Inde soient des véhicules zéro émission. On évoque aussi cela en Norvège pour 2025, que non seulement tous les véhicules vendus soient zéro émission, mais que les véhicules essence soient interdits de rouler sur les routes de la Norvège. On évoque ça aux Pays-Bas. On commence à évoquer ça dans de plus en plus de pays. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est considérant que le Québec est une terre
qui a un avantage extraordinaire avec ses énergies renouvelables, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin que la loi zéro émission actuelle en ayant des exigences qui sont plus ambitieuses? Je pense que ça doit faire l'objet de discussions et de débats, mais une chose est certaine, c'est que s'il y a un endroit où ce serait avantageux parce que l'électricité est à nous, on peut faire en sorte d'aider notre balance commerciale en ayant de plus en plus de véhicules électriques et de moins en moins d'essence. Je pense que c'est une option qui est à considérer. Autre option, et ça, j'en ai déjà parlé au ministre l'année passée, c'est que une des choses qui est un frein à la vente de véhicules zéro émission, ce sont les vendeurs. Parce que, pour qu'on bien comprendre, c'est qu'un vendeur reçoit sa commission à la livraison de la voiture. Si on vous dit qu'il y a 3 mois d'attente, ça veut dire que lui, il va attendre 3 mois avant d'être capable d'avoir sa commission. Il préfère vendre s'il y a un inventaire. C'est tout à fait normal. Donc, moi, j'avais proposé l'année passée, je réitère cette proposition de dire que le 8 000 $ qu'on offre de rabais à l'achat, pourquoi ne pas l'abaisser à 7 500, ce qui ne fera pas une différence énorme, mais que le 500 $ ne soit pas donné au concessionnaire, mais qu'il soit donné au vendeur. Et ça, je peux vous dire une chose, money talks. Les gens, si on leur donne 500 $ de commission à la vente d'une voiture électrique, je peux vous dire que les vendeurs vont être pas mal moins réfractaires et vont trouver ça pas mal plus intéressant de passer du temps avec le client. Donc ça fait partie des propositions que j'ai mises dans le mémoire. Je pourrais en ajouter d'autres. Vous avez dit dans votre introduction que la cible de 100 000 véhicules électriques d'ici 2020 risquait d'être manquée par le gouvernement, en fait, de son propre aveu, selon les documents qui ont été déposés. Ce genre d'initiative que vous proposez, par exemple, pour des vendeurs, serait un incitatif pour tenter d'être capable d'y parvenir, ou il y a aussi d'autres solutions qui pourraient permettre, au-delà du projet de loi 104, d'atteindre cet objectif qui est fixé par le gouvernement du Québec? À mon avis, avec un bonus-malus digne de ce nom et ce dont je parle pour les vendeurs, ce serait probablement le coup de pouce suffisant pour faire en sorte qu'on arrive à 100 000 véhicules. Vous parlez également, M. Breton, du financement. Vous savez que c'est le nerf de la guerre. Vous parlez un peu donc des efforts qui doivent être fournis dans le cadre du plan d'action sur l'électrification qui vous apparaît à première vue, je pense, bien faible. Le projet de loi 104 est un outil important pour l'atteinte des objectifs de l'électrification des transports puis de la diminution des gaz à effet de serre. Mais je pense que dans la façon dont vous emmenez certains points, est-ce que l'atteinte des objectifs climatiques du gouvernement et ces objectifs en termes d'électrification des transports passent nécessairement par un rehaussement du financement actuel qui est dédié aux 10 programmes, aussi avec les montants qui sont déjà prévus? Vous pensez que les objectifs sont réalistes? En fait, il y a un problème mathématique évident, c'est-à-dire que présentement, il y a à peu près 10 500 véhicules électriques, véhicules zéro émission sur les routes. Si on se rend à 83 000 véhicules zéro émission, tout de suite en partant, l'addition ne fonctionne pas parce qu'on a 420 millions de budget dans le plan d'électrification des transports sur 5 ans. Et il va nous manquer quelques centaines de millions de dollars pour réussir à financer la vente des véhicules zéro émission si on sera à l'objectif, pas l'objectif de 100 000, l'objectif de 83 000. Donc, c'est sûr que ça fait partie des questions à considération, ce qui nous amène à un bonus-malus. Parce que si on veut faire en sorte de ne pas vider les coffres du fonds vert, je pense que le bonus-malus devient encore plus pertinent. Quand on parle d'une loi zéro émission, bien, il faut évidemment penser au rabais qu'on offre pour chaque véhicule vendu. Donc, le bonus-malus, comme on le voit dans certains pays comme en France, qui est fiscalement neutre, peut faire en sorte de régler le problème financier et d'aider à regarder les coffres du fonds vert pour d'autres programmes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que j'ai peine à m'entendre. C'est retentissant ce que vous nous dites et je l'ai bien entendu, je l'ai bien noté. Je dois aussi vous parler d'un point important qu'on relance avec chacun des intervenants qui viennent autour de la table. Vous avez parlé dans votre introduction que, évidemment, les compagnies pétrolières ont été financées selon une étude du Fonds monétaire international de plusieurs milliers de milliards de dollars. Est-ce que vous trouvez normal que le gouvernement fédéral, à l'heure actuelle, ne finance pas un programme d'achat de véhicules électriques et qu'est-ce que le fédéral pourrait jouer comme rôle pour nous aider dans ce projet? Non seulement je trouve pas ça normal, en fait, j'ai été le premier à dénoncer ça il y a quelques années déjà. Je trouve aberrant que à peu près tous les pays industriels de la planète, industrialisés de la planète, offrent des incitatifs divers à l'achat ou à l'allocation d'une voiture électrique. On parle des États-Unis, on parle évidemment de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, de la Suède, de l'Inde,
de la Chine, de l'Estonie, de la Colombie. Je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire que le gouvernement fédéral a subventionné pour l'exploitation, l'exploration et la recherche l'an dernier 2 milliards de dollars à l'industrie pétrolière et ne donne pas une scène à l'électrification des transports, sauf 62,5 millions pour les 2 prochaines années pour des infrastructures de bornes de recharge pour voitures électriques, mais aussi pour des stations de remplissage à l'hydrogène et au gaz naturel. C'est important de mentionner qu'une station de remplissage à l'hydrogène, selon une étude qui a été faite il y a quelques mois, c'est 2,8 millions de dollars par station, alors qu'une borne de recharge rapide, on parle de 50 000 dollars. Donc, si on a 62,5 millions de dollars pour ces 3 technologies-là, gaz naturel, hydrogène et électricité, ça veut dire que la majorité de l'argent va aller vers l'hydrogène. Donc, le gouvernement fédéral, pour le moment, ne fait absolument pas son travail. Et quand on regarde ce qui se fait au fédéral, c'est-à-dire au gouvernement américain, où il donne 7 500 $ de rabais, mais le fardeau de la preuve, le fardeau financier, est sur les épaules de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. Il faut bien comprendre, pour ceux qui dénoncent les rabais qu'on donne à l'achat d'une voiture électrique, que les Québécois subventionnent 20 fois plus l'industrie pétrolière au Québec. Merci beaucoup. Terminé, M. le député de Terrebonne? Oui. Alors, on passe au député de Masson, et c'est à vous. Merci, M. le Président. M. Breton, content de vous avoir aujourd'hui. Vous savez, c'est une opportunité de débat qu'on a, donc on va le voir de cette façon-là parce que, bref, on veut tous faire avancer le Québec puis de réduire nos gaz à effet de serre. Ça, on est tous convaincus de ça. Vous êtes l'auteur du guide de l'auto électrique. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a 2 ans de ça, il y avait seulement 3 véhicules électriques qui étaient disponibles. Aujourd'hui, on en a 24. Puis dans 2 ans, vous prévoyez qu'il va y en avoir 60 sur le marché. Bon, ça, si on prévoit déjà qu'il va y en avoir 60 véhicules électriques dans 2 ans, ma question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une telle réglementation si on prévoit déjà que dans 2 ans, on va avoir une disponibilité de véhicules électriques sur notre marché? Il ne faut pas mélanger véhicule offert et inventaire. C'est-à-dire que si vous allez chez Porsche ou chez Hyundai, moi, chez Hyundai, ils m'ont fait essayer la Hyundai Sonata hybride rechargeable. Vous allez chez un concessionnaire, il n'y en a pas nulle part. Il y a une différence entre dire on l'offre et on l'a. Ça, c'est 2 choses. Et donc, il y a beaucoup de modèles, justement, dans une présentation qui a été faite, où ils disent oui, on a plein de modèles offerts. Vous arrivez chez le concessionnaire, il n'y a rien. Et non seulement ça, mais en plus, il y a des constructeurs qui offrent les véhicules électriques à certains concessionnaires choisis de trier sur le volet. Moi, je veux dire, dans la région de Saint-Hyacinthe, on m'a dit d'aller à Brossard. Fait que, je veux dire, moi, ça me semble pas normal. Et ça, c'est sans mentionner le fait que chez Kia, il y a été des mois où il y a des gens qui attendaient 6 mois, 8 mois, 1 an avant d'avoir leur véhicule électrique. Fait que c'est beau dire en principe qu'ils sont offerts, mais il faut qu'il y en ait en inventaire. Il y a une chose qui est importante que vous sachiez, c'est que si vous regardez les sites web des concessionnaires aux États-Unis, on voit sur leur site web l'inventaire des véhicules en temps réel. Au Québec, on n'a pas ça. Donc, moi, j'ai été capable de voir, en faisant de la recherche, que chez Longo Toyota, la semaine passée, il y avait 241 Prius. Au Québec, il y en a très peu. Chez un concessionnaire au Vermont, il y avait 24 volts. Donc, à partir du moment où on a les vrais chiffres et que les concessionnaires deviennent transparents, ça change toute la donne. Pour le moment, ils nous disent en principe qu'ils ont des véhicules, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Moi, je veux vous emmener sur une autre question. À la page 2 de votre mémoire, là, le point 3, vous mentionnez, dans le fond, les constructeurs et les concessionnaires eux-mêmes n'aident pas à l'adoption de véhicules zéro émission. Un peu plus tôt, puis vous avez vu, vous avez changé votre mémoire en fonction de ce que vous avez entendu hier. Puis ils sont venus nous dire en commission, justement, qu'ils avaient investi près de 200 milliards dans les véhicules électriques. Pourquoi, s'ils investissent 200 milliards, est-ce que, dans le fond, me semble, si moi j'investis 200 milliards dans les véhicules électriques, il me semble que j'aimerais ça que les véhicules électriques soient vendus. Est-ce que vous pouvez nuancer un peu votre affirmation? Non, en fait, je ne nuancerai pas. La réalité, c'est qu'ils ont investi 200 milliards parce qu'on les a forcés à investir 200 milliards. Parce qu'avant ça, ils ont investi dans l'hydrogène parce que le gouvernement les a envoyés vers l'hydrogène. Quand le gouvernement, on est passé de Bush à Obama, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que celui qui était secrétaire à l'énergie sous le gouvernement Bush, c'était Dick Cheney. Dick Cheney, c'était pas un adepte des voitures électriques. Lui, il voulait vendre du pétrole.
Obama arrive. Qui a nommé secrétaire à l'énergie? Stephen Chu, prix Nobel de physique, spécialisé dans les énergies renouvelables. Qui a regardé le portefeuille énergétique des États-Unis, puis il a dit l'hydrogène, ça ne vaut pas la peine, on se lance dans l'électrique. Donc, c'est pour ça que les constructeurs ont investi. Ils n'ont pas investi depuis 25 ans. Ils ont investi depuis que le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir et a changé la donne politique. Et c'est de ça dont on parle quand on parle du marché. En fait, le marché est toujours perturbé par des enjeux politiques, géopolitiques, économiques et sociaux. Moi, je constate que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, là, puis c'est très bien ici. Tout à l'heure, j'ai aussi... Ici? Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, je vous ai aussi entendu dire, après votre 10 minutes, que, dans le fond, là, vous pourriez nous entretenir longuement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore mentionné dans les questions de mes autres collègues que vous voudriez mentionner à ce moment, parce qu'il reste très peu de temps? Il reste 2 minutes 16. 2 minutes 16. Écoutez, en 2 minutes 16, ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de bien les utiliser. C'est que il y a énormément de choses qui sont dites par rapport aux véhicules électriques qui sont totalement fausses. Il y a tellement de désinformation. Je ne sais pas si vous connaissez les Koch brothers, les frères Koch aux États-Unis, qui sont des magnats du pétrole, qui ont lancé une campagne pour dénigrer l'arrivée des voitures électriques. Donc, ça fait partie du travail de désinformation, pareil comme le Heartland Institute qui avait été créé de toutes pièces pour nier les changements climatiques. Donc, quand les Québécois hésitent à s'acheter des voitures électriques, c'est en partie à cause de cette désinformation-là. Quand j'ai une collègue à moi qui vient me dire « Mon beau-frère me dit qu'un char électrique, il faut que tu changes de batterie après 2 ans. » Ça fait 15 ans que je dis que c'est faux. Écoutez, vous imaginez la somme de travail que ça représente? Donc, la réalité, là, c'est que oui, ça prend une loi zéro émission, mais oui, ça va aussi prendre des ateliers, de l'information. C'est incroyable le travail qu'il y a à faire parce que les gens sont vraiment très peu et très mal informés, et chez les concessionnaires en particulier. Merci beaucoup, M. Breton. C'est très apprécié nos échanges en commission. Merci à vous, Daniel Breton. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et la commission adjourne ses travaux au jeudi 18 août 2016 à 9h30, si Dieu le veut.